et que, pour un ami, c'est tout ce qu'il faut faire dire aux études. Maintenant, la loi qui dit, ben voilà, on va décider pour tel enfant de lui supprimer un père, il n'en aura jamais, ou bien de supprimer une mère, il n'en aura jamais, là, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire, là, on peut se dire, il y a une autre logique. Donc, qu'est-ce que l'on prend? Est-ce qu'on prend une logique adulte, parce qu'on a beaucoup parlé de droit à l'enfant, de besoin de l'enfant, et puis d'une logique adulte par rapport à l'enfant, mais on parle peu de quels sont les besoins minimums de l'enfant, c'est-à-dire, lui, à quoi il a droit? Moi, je ne veux pas ouvrir un débat, mais l'argument qui consiste à dire qu'il y a très peu d'enfants qui sont concernés, moi je ne les ai pas comptés individuellement, l'INED dit 30 000, la TGN dit 300 000, et surtout je trouve que c'est un argument qui, pour quelqu'un qui se revendique de culture juive, alors je ne sais pas si vous vous revendiquez de culture juive, est très malvenu, parce que dans ces conditions, les juifs n'auraient jamais été citoyens en France. Ils représentent une toute petite minorité en France. C'est vous qui avez donné le chiffre au début, moi j'avais pas l'intention d'en parler. Un échantillon de, ça peut paraître peu, mais croyez-moi, c'est énorme, parce que pour rentrer en contact avec ces gens, il faut y aller, avec 14 individus, âgés de 20 à 72 ans, et recouvrant toutes les catégories socio-professionnelles, professions intellectuelles. J'avais également un rabbin, j'avais des étudiants bien évidemment, j'avais des personnes qui travaillaient dans les entreprises high-tech, ce qui est assez logique en Israël, et également toutes les sensibilités religieuses représentées, les plus ultra-orthodoxes, jusqu'à ceux, les Datlachim, qui sont sur le point d'abandonner la religion, en passant par les Massortis, les réformés. Et j'ai même pu interviewer un chrétien arabe, ce qui donnait l'occasion de comparer justement les réponses d'un point de vue à la fois confessionnel, mais également d'un point de vue du conflit israélo-palestinien. Et donc, heureusement pour moi que mes interlocuteurs, sans que je leur pose la question, aient abordé spontanément les questions du mariage et de l'adoption. La plupart ont révélé un désir véritable d'avoir des enfants. Pour certains, ils avaient déjà des enfants, certains étaient mariés, il y avait plusieurs enfants. Dans certains cas, bien évidemment, la femme n'était pas au courant, et dans un cas, la femme était au courant de l'attirance pour les hommes de son mari. Une situation particulièrement délicate, vous vous en douterez, à la fois pour l'un et pour l'autre, pour les enfants également. Et donc la question était posée de savoir finalement comment avoir ces enfants. Deux réponses principalement, soit l'adoption, soit la voie naturelle tout simplement. La voie naturelle est celle à laquelle pensaient notamment les bisexuels. Ils estiment qu'ils peuvent choisir entre l'un ou l'autre, et donc par conséquent, s'ils veulent un enfant, ils peuvent le faire naturellement avec une femme. En ce qui concerne l'adoption, certains l'envisagent avec un homme, et bien évidemment, et a été lancée l'idée d'une adoption uniquement d'un enfant juif. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, une organisation qui s'appelle Rav Ruta, c'est une organisation, c'est un peu l'équivalent du Bet Haverim en Israël. Non. Enfin, effectivement, excusez-moi, voilà, effectivement, et Rav Ruta est une organisation religieuse, même plus qu'une organisation, c'est une véritable communauté religieuse. En tout cas, mais dans les activités associatives, on aurait pu éventuellement établir un lien, ils sont très actifs d'un point de vue associatif. Et ils avaient notamment interpellé le ministre de la Santé en Israël pour justement ouvrir la GPA, autoriser les couples homosexuels en Israël, et bien avoir recours à une mère porteuse juive pour que l'enfant justement soit juif également. Alors après, tout le problème est posé de reconnaître bien la judaïté de cet enfant élevé notamment par deux hommes. Vous savez tous que le judaïsme se transmet par la mère. En tout cas,
Si la mère est juive. Porteuse est juive, il est juif, c'est tout. Il peut être élevé par qui vous voudrez. Donc, le problème est donc résolu. Et par rapport à la question qui était posée dans la manière dont était présenté le débat en termes de quel avenir pour, etc., d'aussi rappeler quel passé, c'est-à-dire de quel passé finalement de très longue durée, une évolution comme envisager le mariage pour toutes, pour tous, de quelles évolutions c'est finalement la continuité relativement logique et en quoi il y a ou il n'y a pas rupture. Et avant de parler des ruptures, de parler aussi de ces continuités. Et donc de parler ensuite de l'aspect religieux, mais il n'y a pas que cette dimension-là. De rappeler qu'avant tout, c'est une évolution qui est vraiment à restituer dans des évolutions de long terme, parce que par rapport au tableau qu'on peut parfois faire de justement ce que c'est que la filiation, la parentalité, etc., il n'y a pas en sciences sociales, que ce soit en histoire, en anthropologie, en sociologie, on va surtout mettre l'accent sur les comparaisons, sur ce qui varie, sur ce qui bouge, mais aussi sur ce qui varie d'une société à l'autre. Avec des anecdotes. Et il fait ça quasiment sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on établit une norme, on vous dit une chose, et puis on vous raconte une histoire qui vient amener un éclairage un peu différent, je dirais même en contre-champ. C'est-à-dire qu'on va vous dire autre chose. Mais Moïse n'est jamais considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Donc c'est un mauvais exemple. Moïse est toujours considéré, on insiste, sur sa filiation biologique, même si ses parents ne l'ont pas élevé. Et il se reconnaît comme tel. Si quelqu'un est adopté dans l'histoire avec Moïse, c'est sa mère adoptive, justement, qui devient juive et qui sort d'Égypte. Si l'adoption a lieu dans cette histoire, c'est la mère qui est adoptée par son fils. Là où les textes bibliques sont très intéressants. Mais en termes de normes, je parle moi de la norme de la talmudique, il n'y a pas d'adoption. Et ça pose un énorme problème justement aux parents qui adoptent dans le judaïsme aujourd'hui, qui doivent passer par la conversion de l'enfant s'il n'est pas d'ascendance juive, ou pour le judaïsme, ça va donner des absurdités peut-être, qui pour nous sont des absurdités, mais je vous dis ce que dit la loi juive, moi. Je ne dis pas qu'elle est forcément bien, je vous dis ce qu'elle dit. Eh bien, un enfant qui est né de mère juive, quelle que soit la façon dont la fécondation s'est faite, donc c'est aussi valable dans le cas des pères. Oui, peu importe. C'est très important de la place de là d'où on parle. Et effectivement, c'est important que vous vous présentiez. Mais je crois que ce qui est important dans le discours qu'on tient, en tant que psychologue ou psychiatre, c'est de bien toujours parler de là où on est. Or, vous n'êtes pas psychologue, vous êtes psychiatre, vous n'êtes pas psychologue d'orientation systémique, ou TCC, mais analytique, et vous parlez avec votre grille d'analyse. Or, puisqu'on a parlé un peu de chiffres, la pratique analytique en France, c'est 80%, la pratique mondiale analytique est beaucoup plus contestée, puisque ça va, apparemment, selon les derniers chiffres, de 2 à 12%. Donc, la grille que l'on prend, et que vous avez utilisée, qui est effectivement extrêmement intéressante, puisqu'elle part d'un plan largement constitué depuis une centaine d'années, qui se veut dans votre courant de pensée comme une façon absolue de voir les choses, c'est une petite parenthèse, mais des gens qui ont précédé Soulé, dont des gens de sa famille, ne sont pas forcément d'ailleurs d'accord avec la théorie que vous utilisez et la grille de lecture que vous utilisez. Alors, nous, que reçoit-on dans nos consultations? Nous recevons des familles qui vont mal et des familles pathologiques. Et c'est ce que nous voyons. Or, effectivement, votre pratique comme la mienne, c'est très souvent ce qui ne va pas. Pourtant, on observe aussi que dans les familles qui vont bien, et pour test qui vous intéressera, le PAT noir, donc un test qui, en psychologie, essaye de comprendre les fonctionnements et les images parentales que les enfants ont, on s'aperçoit que les enfants qui ont grandi dans des familles homoparentales dès leur naissance ont, comme par hasard, les images parentales avec du père, de la mère, et souvent des pères et des mères. Donc, la question de
l'existence de la différenciation des sexes, qui n'est pas tout à fait commune à l'ensemble des psys sur la planète, loin de là, pour moi, ne me permet pas d'assigner cette vérité comme valeur absolue. Ça, c'était la première chose. La seconde chose que je voulais dire, c'est sur, parce que je ne peux pas faire une intervention globale, sur les enfants dans les couples homoparentaux, et notamment sur leur capacité à acquérir la différenciation des sexes. Parce que ça a souvent été mis en exergue par beaucoup de spécialistes. Or, une des raisons, une des grilles de lecture sur la capacité de chacun d'entre nous à acquérir la différenciation des sexes, elle est liée à une communication intrapsychique, inconsciente pour certains, dont le parent lui-même aurait acquéri la question de la différenciation des sexes, et que c'est une transmission qui est inconsciente ou intrapsychique. Or, le débat a souvent posé et a opposé que ces enfants ne pourraient pas acquérir l'altérité. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, hein, mais j'amène une autre question à laquelle vous pourrez répondre. Or, l'altérité de ces enfants, la capacité à acquérir cette altérité, elle est liée à l'altérité de chez ses parents. Ce qui voudrait dire que si ces enfants ne peuvent pas acquérir l'altérité, ça veut dire que les parents ne l'ont pas eux-mêmes, et donc, à ce titre, c'est qu'ils sont classés dans les maladies psychiatriques, aujourd'hui encore en France, comme des gens qui n'ont pas résolu un certain stade et un certain niveau d'évolution psychique. Donc, ça veut dire que les parents qui ne pourraient pas donner aux homoparentaux l'altérité seraient au préalable défaillants dans leur comportement. Non, parce que ce qui est intéressant au judaïsme, le judaïsme ne connaît pas la sphère privée. C'est une notion qui n'existe pas en judaïsme, il n'y a pas de sphère privée. Les rabbins, ils se mêlent de ce qui se passe dans votre lit, ils se mêlent de ce qui se passe dans vos toilettes, dans votre cuisine, dans tout, il n'y a pas de sphère privée, ça n'existe pas. Et donc, la religion juive, je parle de la définition de la religion telle qu'elle s'est développée dans le rabbinisme, c'est un de ses problèmes majeurs aujourd'hui, justement. C'est que, ne connaissant pas la sphère privée, les questions de couple, les questions de mariage sont une affaire publique. Et de droit, est-ce qu'on a le droit ou pas? Il n'y a pas de droit à la cérémonie, c'est une notion qui n'a aucun sens pour le judaïsme. Jacques Beltramé peut organiser. Non, je sais bien, mais j'ai bien compris. C'est pour ça que le judaïsme a un problème majeur à notre époque. C'est que, étant donné qu'il est soit membre de sociétés démocratiques, libérales, occidentales, et il se doit de respecter la neutralité, et c'est là où ma position, mais en même temps, évidemment, c'est difficile pour lui, parce qu'il se fait violence. Dans les pays de diaspora, il se fait violence parce qu'il est minoritaire, c'est pas trop son problème. Mais il se fait violence même de tolérance entre les courants, ou de tolérance vis-à-vis de telle ou telle organisation, il se fait de toute façon violence. En Israël, il voudrait, théoriquement, il n'a pas le pouvoir, mais il voudrait l'avoir, et par définition, il cherchera à l'avoir au maximum, à moins qu'il arrive à se réformer profondément. Et c'est intéressant de comprendre que la sociologie juive d'aujourd'hui est en complet porte-à-faux avec les axiomes qui fondent le judaïsme rabbinique.